Tout le monde sait que la société londonienne n'est qu'un marché à la viande bien habillé. Les jeunes femmes défilent en soie, lorgnant les couronnes, pendant que les lords calculent froidement les dots. Pourtant, au bal le plus attendu de la saison, Theodore Ashdown, duc de Westford, ignorait les beautés qui tournaient sur sa piste de danse. Il se tenait dans l'ombre du balcon de la mezzanine, captivé par la seule femme qui ne voulait absolument rien de lui. Au lieu de ça, elle tendait la main à son frère, le frère dont la société se moquait, le frère qu'elle traitait comme un roi. La salle de bal de la maison Ashdown sentait la cire d'abeille fondue, les lys écrasés et le désespoir. Diana Croft se tenait près d'un imposant pilier de marbre. Elle pressait son épaule contre la pierre fraîche pour s'ancrer face au tourbillon étourdissant de la pièce. Son corset était lacé, un peu trop serré. C'était une réprimande silencieuse de sa tante Joséphine. Elle avait 22 ans, une dot médiocre, et le temps lui était compté. La chaleur de 500 corps serrés les uns contre les autres, sous la lumière de 3 lustres massifs, était suffocante. La soie bruissait contre la soie. Les éventails s'ouvraient avec le claquement sec et rythmé d'un coup de mousquet. Diana observait la rotation sans fin de la valse. Son visage arborait le masque agréable et vide requis pour les femmes non mariées. Elle détestait ça. Elle détestait les sourires forcés, les ricanements étudiés. Elle détestait les hommes dont les yeux lorgnaient les décolletés et pesaient les comptes en banque. « Tiens-toi droite, Diana », siffla tante Joséphine, sans quitter la piste de danse des yeux. Lord Harrington regarde dans cette direction. Diana ne corrigea pas sa posture. Elle savait exactement ce que Lord Harrington regardait. Et ce n'était pas sa robe bleu pâle légèrement démodée. Le regard de Harrington, vif et cruel, était fixé de l'autre côté de la pièce, près de l'orchestre. Au-dessus de tous, dans la pénombre de la mezzanine du 2e étage, se tenait Theodore Ashdown, le duc de Westford. Théo était l'architecte de cette ménagerie. Pourtant, il semblait prêt à brûler la maison plutôt que d'organiser un autre bal. Il s'appuyait lourdement contre la balustrade de marbre. Un verre à moitié vide, d'un liquide ambré, pendait de ses longs doigts tendus. Il portait des vêtements de soirée, d'un noir austère, sans les gilets tape à l'œil que les jeunes lords préféraient. Son visage était un ensemble de lignes dures, une mâchoire acérée, un nez droit, des yeux si sombres qu'ils ressemblaient à du fer meurtri. Il observait ses invités avec l'intérêt clinique et détaché d'un médecin légiste. Il buvait son vin. Il chuchotait sur son caractère. Il jetait leurs filles sur son chemin comme des offrandes sacrificielles. Il connaissait le jeu. Il y jouait en refusant de participer. Il restait au-dessus d'eux, intouchable. Mais son regard ne balayait pas la pièce à la recherche d'une épouse. Ses yeux, fixes et inébranlables, suivaient une seule silhouette. Elle se tenait dangereusement près des violoncellistes. Oliver. Oliver avait 20 ans. Il possédait les larges épaules et la grande taille des hommes Ashdown, mais sa posture était complètement fausse. Il était voûté, son poids se déplaçant d'un pied à l'autre dans un rythme anxieux et agité. Sa cravate était déjà de travers, ses cheveux épais et sombres lui tombaient dans les yeux, et son esprit, comme le beau monde le murmurait délicatement derrière les éventails, était brisé. Il avait l'intellect d'un enfant de 7 ans. Les bruits forts l'effrayaient. Les phrases complexes le déconcertaient. Il aimait les vibrations du violoncelle, le goût du sorbet au citron et les engrenages complexes des montres de poche. La société le tolérait à cause de l'immense richesse et du pouvoir de son frère. Mais cette tolérance n'était qu'un vernis fin et fragile. Théo agrippa le marbre froid de la balustrade. Il détestait amener Oliver à ces événements. Il détestait la façon dont la foule s'écartait autour de son frère, comme l'eau autour d'un rocher malade. Mais Oliver l'avait supplié. Il avait entendu les musiciens accorder leurs instruments cet après-midi-là, et il avait pleuré parce qu'il voulait sentir la musique. Théo ne pouvait pas le lui refuser. Il ne le pouvait jamais. « Reste près du mur, Oli », pensa Théo, la mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillait sur sa joue. « Reste silencieux. Laisse-les t'ignorer. » Mais la société se contente rarement d'ignorer la faiblesse. Elle préfère s'y attaquer. En bas, sur la piste, Lord Harrington se pencha pour murmurer quelque chose à un groupe de jeunes dandys. Ils ricanèrent, leurs yeux se tournant vers Oliver. Harrington ajusta ses manchettes, un sourire sournois et laid étirant sa bouche. Il commença à se frayer un chemin à travers la foule, en direction de l'orchestre. Diana vit la scène se dérouler.
Elle vit la trajectoire. Elle sentit un nœud froid et dur se former dans son estomac. Le beau monde était un marché à la viande, oui, mais c'était aussi une meute de loups. Et les loups venaient de trouver le retardataire. Oliver se balançait. Il ne remarqua pas que les gens lui laissaient un rayon d'1,50 m d'espace vide. Il était entièrement absorbé par le son grave et mélancolique de l'archet sur la corde la plus épaisse du violoncelle. Ses yeux étaient fermés. Ses grandes mains tapaient un rythme erratique et joyeux contre ses cuisses. Harrington s'approcha de cet espace vide. Il tenait un verre de punch rouge foncé. Il ne marcha pas directement vers Oliver. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, il recula, feignant d'être absorbé par une conversation avec ses compagnons. Il se rapprochait de plus en plus du jeune homme qui se balançait, inconscient de tout. Diana se détacha du pilier de marbre. « Diana, où vas-tu » lança tante Joséphine, attrapant une poignée de soie bleu pâle. « J'ai besoin d'air, ma tante. » Diana libéra sa jupe de l'emprise de la femme plus âgée. Elle ne courut pas. Courir était interdit. Mais ses enjambées étaient longues, déterminées et tout sauf distinguées. Elle ne connaissait pas le frère du duc. Elle avait entendu les rumeurs, les blagues cruelles échangées dans les salons, l'idiot de Westford, le lourd fardeau du duc. Mais en regardant Oliver maintenant, elle ne voyait pas un idiot. Elle voyait un garçon piégé dans un corps d'homme, entièrement à nu. Sur le balcon, Théo posa son verre sur le rebord de pierre avec un bruit sourd. Il vit la manœuvre de Harrington. Il savait exactement ce qui allait se passer. La boisson renversée, les fausses excuses. L'humiliation publique conçue pour provoquer une crise chez Oliver. Un divertissement pour l'aristocratie qui s'ennuyait. Théo s'éloigna de la balustrade, se dirigeant vers l'ombre de l'escalier. Il allait briser la mâchoire de Harrington. Il se fichait du scandale. Il allait fracasser les dents de cet homme. Avant que Théo n'atteigne la première marche, Harrington bouscula violemment Oliver. Oliver trébucha en avant, ses yeux s'ouvrant sous le choc. Il retrouva son équilibre, mais Harrington poussa un cri exagéré. Le punch rouge éclaboussa violemment le gilet gris pâle d'Oliver. Il s'étala comme une énorme et vilaine tache de sang. La musique hésita une fraction de seconde avant que le violoncelliste ne reprenne vivement le tempo. Le silence se propagea depuis l'épicentre de la collision. Les têtes se tournèrent. Les éventails cessèrent de s'agiter. « Grand Dieu, mon ami !» déclara Harrington à voix haute, en brossant des manches parfaitement sèches. « Regardez où vous vous jetez. Vous avez presque ruiné mon habit. » Oliver fixa la tache rouge sur sa propre poitrine. Sa respiration se coupa. Ses grandes mains se levèrent, planant au-dessus du tissu humide, tremblante. Il détestait se sentir collant. Il détestait les voix soudaines et fortes. Il regarda autour de lui, affolé, la poitrine haletante, la panique commençant à lui serrer la gorge. Il cherchait les escaliers. Il cherchait Théo. Le groupe de jeunes hommes derrière Harrington étouffa ses rires derrière des mains gantées. « Peut-être que la nursery a perdu son élève préféré », murmura quelqu'un. La botte de Théo heurta la première marche du grand escalier. Le sang rugissait à ses oreilles. Puis, un éclair de bleu pâle traversa la foule. Diana entra directement dans l'espace vide. Elle ne regarda pas Harrington. Elle ne regarda pas la foule qui chuchotait. Elle se plaça juste devant Oliver, lui bloquant la vue des hommes qui riaient, le forçant à baisser les yeux vers elle. « C'est entièrement de ma faute », dit Diana. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait une cadence claire et nette qui portait parfaitement au-dessus des murmures. Elle sortit un mouchoir de dentelle blanche immaculé de son réticule. Oliver cligna des yeux en la regardant, sa respiration saccadée. « C'est collant !» balbutia-t-il. Sa voix était un baryton grave et rauque qui contrastait fortement avec son ton effrayé. « C'est collant, je sais », dit Diana. Elle n'utilisa pas le ton aigu et condescendant que les gens réservent aux enfants et aux chiens. Elle lui parla d'une voix égale et ferme. « Le punch est terriblement collant, mais il n'a pas taché votre chemise, milord. Seulement le gilet. » Harrington s'avança, le visage rouge d'irritation face à l'interruption. « Mademoiselle Croft, je vous assure, la faute en incombe à son... » Diana tourna la tête. Elle n'éleva pas la voix. Elle regarda simplement Harrington, avec des yeux si froids et si peu impressionnés, que l'homme ferma la bouche. « Lord Harrington, » dit-elle d'un ton neutre, « vous semblez avoir perdu votre conscience de l'espace. Peut-être devriez-vous visiter la terrasse. La chaleur semble affecter votre équilibre. » Quelques halètements surpris s'échappèrent des matrones voisines.
Parler à un gentleman titré de cette manière était un suicide social pour une jeune fille sans dot. Diana s'en fichait. L'encre de son contrat de mariage pouvait bien brûler. Elle tourna le dos à Harrington, un renvoi délibéré et brutal, et se concentra entièrement sur Oliver. Elle tendit la main lentement, s'assurant qu'il la voyait venir. Elle pressa doucement le mouchoir contre la partie la plus tachée de sa poitrine. Oliver tressaillit d'abord, mais elle ne recula pas. Elle garda son contact léger, prévisible. À mi-chemin de l'escalier, figé dans l'ombre, Théo s'arrêta. Sa main plana au-dessus de la rampe. Il observait la jeune fille à la robe bleue démodée. Il connaissait son nom, Mademoiselle Croft, une inconnue, une laissée pour compte. Les opportunistes se jetaient à ses pieds tous les jours, mais ils évitaient Oliver comme la peste. S'ils lui adressaient la parole, c'était avec un dégoût à peine voilé, ou une pitié exagérée et écœurante. Mais cette jeune fille ne regardait pas le balcon pour voir si le duc observait sa charité. Elle ne regardait personne. Elle regardait le gilet d'Oliver, pliant le mouchoir collant en un carré parfait. « Mieux » demanda-t-elle à Oliver. Oliver baissa les yeux. L'humidité était toujours là, mais ça ne coulait plus. Il regarda de nouveau Diana. Sa panique s'estompait, remplacée par une curiosité prudente. « Oui, merci. C'est froid. » « En effet, » acquiesça-t-elle. « Mais les violoncelles sont chaleureux. Je vous observais de l'autre côté de la pièce. Vous ressentez la musique très profondément, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Oliver s'illuminèrent. La transformation fut instantanée. La peur fondit, révélant une joie enfantine et sincère qui le rendit soudainement très beau. Le grand en bois. Ça gronde ici. Il tapota sa poitrine juste au-dessus de la tache rouge. Ça fait vibrer le sol. En effet, Diana sourit. C'était le premier vrai sourire qu'elle avait eu de toute la soirée. Il transforma son visage, le faisant passer de banal à captivant. J'ai toujours pensé que le violoncelle est le seul instrument qui comprenne vraiment la mélancolie. Oliver fronça légèrement les sourcils, répétant le mot. Mélancolie? La tristesse? Oui, mais une belle tristesse. L'orchestre, remis de la perturbation, entama les premiers accords d'une valse. C'était un morceau plus lent, ample et délibéré. La foule autour d'eux, privée de son désastre, commença à murmurer et à retourner vers la piste de danse. Diana savait qu'elle devrait s'éloigner. Elle avait provoqué une scène. Tante Joséphine devait avoir des palpitations près du bol de punch. Elle avait insulté le fils d'un comte. Sa soirée et peut-être sa saison étaient ruinées. Elle regarda Oliver. Il observait les danseurs former leur ligne, ses épaules s'affaissant légèrement. Il réalisait qu'il était une fois de plus relégué au rôle de spectateur invisible. « Au diable » pensa Diana. « Au diable chacun d'entre eux. » Elle leva les yeux vers Oliver. « Milord » dit Diana d'une voix ferme. « Je me trouve sans partenaire pour cette valse, et je déteste rester immobile quand les violoncelles jouent si merveilleusement. » Oliver cligna des yeux, confus. Il regarda à gauche, puis à droite, comme s'il cherchait la personne à qui elle s'adressait. Diana fit un demi-pas en avant. Elle offrit sa main nue, sans gants. « Me feriez-vous l'honneur de danser avec moi ?» Le silence qui s'abattit sur les environs cette fois fut absolu. Une épingle tombant sur le parquet de chêne poli aurait résonné comme un coup de feu. Même le violoncelliste sembla hésiter, son archet s'attardant une fraction de seconde de trop sur un dos grave. Oliver fixa sa main. Il avait de grandes mains, calleuses à force de travailler dans les jardins du domaine de campagne. Le seul endroit où il était vraiment autorisé à errer librement. Il regarda sa petite main pâle, puis son visage. La panique éclata de nouveau dans ses yeux. « Je ne connais pas les pas, » murmura-t-il. « Théo dit que je marche sur les pieds. Je suis maladroit. »« Mes orteils me sont complètement indifférents, » répondit Diana, gardant sa main tendue. « Et une valse, c'est juste marcher en cercle, milord. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous savez compter jusqu'à 3, vous savez valser. » Dans l'escalier, Théo sentit ses poumons se bloquer. « Ne fais pas ça, » pensa-t-il. Une panique sombre et cynique montait dans sa poitrine. Ne lui donne pas d'espoir pour le laisser tomber. Quand il trébuchera, ils riront et ça le brisera. Il voulait descendre et intervenir. Il voulait protéger Oliver de l'humiliation inévitable. Mais quelque chose le cloua sur place. C'était la façon dont Mademoiselle Croft tendait la main. Pas comme une exigence, mais comme une offrande. Inébranlable, patiente. Oliver regarda le sol. Il déglutit difficilement. Puis, avec une lenteur angoissante, il tendit la main.
Sa main massive et chaude enveloppa la sienne. Sa prise était beaucoup trop forte. Elle manquait de la douceur raffinée d'un gentleman expérimenté. Mais Diana ne tressaillit pas. Elle s'approcha de lui, le forçant à prendre la position traditionnelle. Elle plaça fermement sa main droite sur sa taille. « Tenez-moi ici », lui dit-elle doucement. « Ne lâchez pas. Je vous guiderai. » « Les gens regardent, » murmura Oliver. Il tremblait violemment maintenant. « Laissez-les regarder, » dit Diana avec férocité, ses yeux plongeant dans les siens. « Ils regardent parce que ce sont des créatures ennuyées et misérables qui ne savent pas ressentir la musique. Concentrez-vous sur le violoncelle. Concentrez-vous sur moi. 1, 2, 3. » La musique s'intensifia. Diana fit le pas décisif en arrière, entraînant Oliver avec elle. Il trébucha. Sa lourde botte atterrit en plein sur l'ourlet de sa robe. Il y eut un bruit écœurant de soie déchirée. Un hoquet collectif s'éleva des spectateurs les plus proches. Harrington eut un sourire narquois. Théo serra la rampe si fort que le bois gémit. Diana ne perdit pas le rythme. Elle ne baissa pas les yeux sur son ourlet ruiné. Elle resserra sa prise sur l'épaule d'Oliver, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa veste pour l'ancrer. « Parfait », mentit-elle avec aisance. « Maintenant le pied gauche. 1, 2, 3. » Elle le poussa, son corps étonnamment fort, le forçant à déplacer son poids. Il fit un pas. Il ne lui marcha pas dessus cette fois. Bien. Encore. 1, 2, 3. Ils commencèrent à tourner. Ce n'était pas une valse gracieuse. Elle n'avait pas la fluidité, le glissement et l'aisance des danseurs les plus célèbres du beau monde. Oliver se déplaçait comme un cheval de trait forcé, dans une arène de dressage. Raide, lourd et terrifié. Il fixait ses pieds, le front plissé par une concentration intense. Sa bouche formait silencieusement les chiffres. 1, 2, 3. Mais il tournait. Diana gardait la tête haute. Elle refusait de regarder la foule. Elle gardait son regard fixé sur le menton d'Oliver, parlant dans un flot bas et constant d'encouragement. « Vous vous débrouillez à merveille. Sentez la rotation. Laissez la musique vous pousser. C'est ça. 1, 2, 3. » Lentement, le tremblement violent du bras d'Oliver commença à s'apaiser. La terreur rigide de ses épaules s'adoucit. Il cessa de fixer ses pieds. Il leva les yeux au-delà de la tête de Diana, vers l'orchestre. Il entendit le violoncelle. Ses pas, auparavant décousus et brusques, commencèrent à trouver le rythme. Il était toujours lourd, manquant toujours cruellement de finesse. Mais il ne se battait plus contre la musique. Il bougeait avec elle. Un sourire hésitant et haletant se dessina sur son visage. « Je danse » murmura-t-il, sa voix profonde colorée d'émerveillement. « Vous dansez, Lord Oliver » confirma Diana, une chaleur sincère inondant sa poitrine. Ils passèrent en tournant devant le centre de la pièce. La mer de soie et de drap s'écarta pour eux. Non par respect, mais par stupéfaction. C'était sans précédent. Le frère idiot du duc, la grande honte de la lignée Ashdown, valsait avec une femme à la robe ruinée et au port de reine. Depuis l'ombre de l'escalier, Théo regardait. Sa carapace cynique, durcie par des années à défendre son frère contre la cruauté voilée du monde, se fissura. Il regarda Oliver sourire, un vrai sourire sans retenue, au milieu d'une salle de bal londonienne. Il regarda la femme à la robe bleue pâle, encaisser le jugement du beau monde sans broncher. Elle absorbait la maladresse d'Oliver et la transformait en dignité. Il réalisa qu'il avait cessé de respirer. Le goût amer du brandy sur sa langue s'estompa. Il fut remplacé par quelque chose de totalement inconnu, l'espoir. Une pointe aiguë et terrifiante de gratitude. Alors que la valse atteignait son crescendo final, Diana guida Oliver vers un arrêt lent et délibéré. Elle ne baissa pas les bras immédiatement. Elle laissa la musique s'éteindre complètement avant de reculer. Oliver était rouge, la poitrine haletante, les yeux grands et brillants. Il baissa les yeux vers elle. « Je n'ai pas remarché sur vos orteils. »« Non. » Diana sourit, exécutant une profonde révérence parfaite. « Vous êtes un partenaire sans défaut, milord. » Oliver fit une révérence maladroite et trop profonde. Quand Diana se releva, ses yeux se levèrent. Ce n'était pas intentionnel. C'était un instinct, une soudaine prise de conscience. À travers les énormes pampilles de cristal des lustres, au-delà des yeux fixes de la foule. Son regard croisa l'ombre de l'escalier. Théo se tenait là, maintenant pleinement visible, ayant descendu la moitié des marches. Il ne regardait pas la foule. Il ne portait pas son masque habituel d'apathie morne.
Il la regardait directement. La distance entre eux était immense, remplie du bruit des applaudissements polis et des chuchotements vicieux. Diana sentit le poids de son regard comme un contact physique. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux sombres. Il n'y avait qu'une concentration intense et brûlante qui lui coupa le souffle. Pendant une seule seconde suspendue, le duc de Westford et la laissée-pour-compte ruinée se regardèrent. Puis l'orchestre entama une contredanse animée. Le charme fut rompu, et le marché à la viande reprit son tourbillon chaotique. Le trajet en calèche pour rentrer à Mayfair était suffocant. Tante Joséphine ne parla pas pendant les 20 premières minutes. Elle était assise, rigide, sur les coussins de velours usés. Son profil était illuminé par les éclairs durs des lampadaires. Le silence était plus lourd qu'un coup physique. C'était le silence d'un grand livre qu'on referme, d'une faillite finalisée. Diana fixait ses genoux. Ses mains reposaient sur la déchirure de sa jupe en soie bleu pâle. Les bords étaient effilochés, un symbole tangible de ses perspectives ruinées. L'adrénaline qui l'avait portée à travers la salle de bal s'était évaporée. Elle laissait place à un épuisement froid et creux. « As-tu la moindre idée ?» dit enfin tante Joséphine. Sa voix était un fil fin et vibrant de fureur contenue. « De ce que tu as fait. » Diana ne leva pas les yeux. « J'ai empêché une cruauté, ma tante. Tu as commis un suicide social. » lança Joséphine, abandonnant sa posture rigide pour se pencher en avant. Ses yeux étaient grands et frénétiques. « Tu as insulté l'héritier du comte de Danbury. Tu t'es donné en spectacle avec cette créature. Tu as 22 ans, Diana. Nous n'avons pas les fonds pour surmonter un scandale. Nous n'avons pas le nom de famille pour forcer les gens à oublier. Demain après-midi, les patronesses d'Almax rayeront ton nom de leur liste. Nous sommes finis. » Diana tourna la tête pour regarder par la fenêtre. Les pavés étaient luisants d'une fine bruine londonienne. Elle savait que Joséphine avait raison. Les mécanismes de leur société étaient impitoyables. Soit on possédait du capital, soit on possédait une réputation. Diana venait de dépenser le reste de sa réputation pour un garçon qui ne pouvait pas nouer sa propre cravate. Et pourtant, dans l'obscurité de la calèche, elle sentait encore le poids fantôme de la main tremblante d'Oliver. Elle pouvait voir la joie sincère dans ses yeux quand il avait réalisé qu'il dansait vraiment. « Je suis désolé pour l'embarras que je vous ai causé, ma tante, » dit Diana doucement. « Mais je ne suis pas désolé pour la danse. » Joséphine laissa échapper un son bref et haletant d'incrédulité et se renfonça contre les coussins. Elle ne parla plus pendant le reste du trajet. De retour à Ashdown House, le bal battait son plein. Une machine étincelante fonctionnant au champagne et au ragot. Mais l'atmosphère près des portes de la terrasse avait chuté en température. Lord Harrington se tenait avec son cercle de courtisans, riant bruyamment, tenant la vedette sur l'incident. Il tenait un nouveau verre de punch, racontant les pas maladroits du frère idiot du duc. Il gonflait son propre esprit à chaque récit. Il ne vit pas Théo approcher. Théo ne marchait pas. Il traquait. Il se déplaçait avec l'économie silencieuse et mortelle d'un homme qui avait passé sa vie à contenir la violence. La foule s'écarta pour lui instinctivement, les rires mourant sur leurs lèvres en voyant l'expression sur le visage du duc. Harrington réalisa que son public était devenu silencieux. Il se tourna, un sourire narquois encore à moitié formé sur sa bouche, et trouva Théo debout à moins de 30 centimètres. Théo était plus grand, plus large. La masse physique de l'homme était intimidante. Mais ce furent ses yeux qui firent faire à Harrington un pas en arrière soudain et involontaire. Ils étaient complètement vides, dépourvus de colère, dépourvus de toute humanité. « Votre grâce » balbutia Harrington, le sourire narquois disparaissant. Théo n'accusa pas réception du salut. Il tendit la main, son mouvement fluide et délibéré, et prit le verre de punch en cristal de la main de Harrington. Il tint le verre entre eux, une chose maladroite, une boisson renversée, dit Théo. Sa voix était à peine un murmure. Elle ne portait pas par-dessus la musique. Elle n'était destinée qu'à Harrington et aux hommes terrifiés qui se tenaient juste derrière lui. C'était un accident. Votre grâce, dit Harrington, une sueur froide perlant sur son front. L'individu m'a bousculé. Il est totalement imprévisible. Théo pencha légèrement la tête. Mon frère est exactement aussi prévisible que moi, Harrington. Il manque simplement de ma retenue. Théo ouvrit la main. Le verre de cristal tomba. Il heurta le parquet de chêne poli entre les chaussures coûteuses de Harrington et se brisa avec un craquement sec et violent. Le punch rouge éclaboussa les bas de soie blancs de Harrington et l'ourlet de son pantalon de velours. Harrington tressaillit violemment,
aspirant une grande bouffée d'air. Les hommes derrière lui reculèrent de quelques pas. Théo ne baissa pas les yeux sur le désordre. Il garda ses yeux rivés sur le visage pâle de Harrington. « Les contrats de transport de votre père aux Antilles doivent être renouvelés le mois prochain, » dit Théo doucement. « Il nécessite ma signature à la Chambre des Lords. Je ne les signerai pas. » La bouche de Harrington s'ouvrit. La couleur quitta complètement son visage. « Votre grâce, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas pénaliser le domaine de ma famille pour un malentendu trivial de salle de bal. Ce n'est pas un malentendu. C'est une leçon de conscience de l'espace, » répondit Théo, d'une voix plate. « Considérez votre saison comme terminée, Harrington. Si je vois votre visage à un autre événement auquel ma famille assiste, je ne m'arrêterai pas au navire de votre père. Je mettrai toute votre lignée en faillite. Maintenant, sortez de ma maison. » Harrington déglutit difficilement. Il regarda le verre brisé, puis le visage impassible du duc. Il ne discuta pas. Il se tourna et marcha rapidement vers la sortie, ses bas ruinés laissant de faibles empreintes rouges sur le sol. Théo le regarda partir. Il ne ressentit aucune satisfaction. La rage en lui était un lac froid et profond, et couler un lord insignifiant ne faisait rien pour le vider. Il tourna son regard vers la grande entrée, retraçant le chemin que la jeune fille à la robe bleue avait pris 1 heure plus tôt, Diana Croft. Il devait découvrir exactement qui elle était. La lumière du matin était impitoyable pour le salon des Croft. Elle mettait en évidence les zones délavées du tapis persan et la couche de poussière sur la cheminée que l'unique femme de chambre n'avait pas eu le temps de nettoyer. Diana était assise près de la fenêtre, un panier à couture sur ses genoux. Elle décousait méthodiquement les points de l'ourlet de soie ruinés. La robe ne pouvait pas être sauvée en tant que robe de bal. Mais si elle était prudente, il y avait assez de tissu pour la transformer en robe de jour. Elle travaillait en silence. Tante Joséphine s'était couchée avec une migraine, déclarant qu'elles étaient ruinées et qu'elles souhaitaient être mortes, ou au moins endormies, jusqu'à mardi prochain. Le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée retentit de 3 coups secs et autoritaires. Diana s'arrêta, son aiguille planant au-dessus d'un fil. Elle n'attendait pas de visiteurs. Les visiteurs n'arrivaient pas à 10 heures du matin, et certainement pas le lendemain d'un désastre social. Elle entendit les pas pressés de la femme de chambre dans le couloir, le grincement des gonds de la porte d'entrée, puis un murmure bas et masculin qui fit vibrer le plancher. Un instant plus tard, la femme de chambre apparut dans l'embrasure de la porte du salon. Ses yeux étaient ronds comme des soucoupes, sa coiffe légèrement de travers. Elle tenait un plateau d'argent, comme si c'était une grenade dégoupillée. Sur le plateau reposait une seule carte de visite épaisse, avec un blason en relief. « Madame », coina la femme de chambre, « le duc de Westford ». Diana fixa la carte. Son pouce accéléra, un battement soudain et erratique contre ses côtes. Elle posa le panier à couture par terre. « Faites-le entrer, Mary ». Diana se leva. Elle lissa le devant de sa simple robe de jour en mousseline. Elle vérifia ses cheveux, sachant pertinemment que plusieurs mèches s'étaient échappées de leurs épingles. Elle s'en fichait. S'il était là pour lui faire une réprimande au nom de l'honneur de sa famille, elle lui ferait face debout. Théo entra dans le salon. Il semblait trop grand pour l'espace. Ses larges épaules bloquaient l'embrasure de la porte, et sa tête passait de justesse sous le lustre suspendu. Il était habillé pour monter à cheval, portant un manteau sombre et des bottes impeccables qui sentaient légèrement le cuir et l'air froid du matin. Il tenait une cravache dans une main. Il avait l'air dangereux. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, ses yeux sombres balayant la pièce délavée, le panier à couture, et se posant finalement sur son visage. Diana ne fit pas la révérence. Cela semblait absurde dans sa propre maison. Elle se contenta de soutenir son regard. « Votre grâce », dit-elle. Sa voix était ferme, bien que ses mains fussent froides. « C'est 1 heure très inhabituelle pour une visite. Les heures habituelles ne m'intéressent pas, mademoiselle Croft », répondit Théo. Sa voix était le même baryton rauque que celle de son frère, mais elle était durcie, dépouillée de toute vulnérabilité. « Je suis intéressé par des réponses. » « Des réponses à quoi ? » ?»« À ce que vous tentiez d'accomplir hier soir. » Diana se raidit, le menton légèrement relevé. « Je tentais d'empêcher le fils d'un comte de se moquer d'un homme qui ne pouvait pas se défendre. Rien de plus. » Théo marcha lentement vers la cheminée, ses bottes bruyantes sur le parquet. Il se tourna pour lui faire face. « Les gens ne risquent pas leur réputation pour rien. D'après mon expérience, la charité est toujours une transaction. Qu'espériez-vous gagner en vous attachant à Oliver ? »
Pensiez-vous attirer mon attention? Jouer la martyre. L'arrogance pure de l'accusation lui coupa le souffle pendant une seconde. Puis une colère brûlante éclata dans sa poitrine. « Vous vous flattez, votre grâce, » dit Diana, sa voix baissant d'un ton, froide et tranchante comme de la glace brisée. « Votre attention était la chose la plus éloignée de mon esprit. J'ai vu un garçon paniquer, parce qu'un lâche vicieux lui a renversé un verre dessus. Je suis intervenu parce que tous les autres dans cette salle de bal maudite étaient trop occupés à regarder pour offrir un mouchoir. » Elle s'approcha de lui, oubliant complètement le fossé social qui les séparait. « Ne projetez pas les calculs cyniques de vos pères sur moi. J'ai dansé avec votre frère parce qu'il entendait le violoncelle et qu'il voulait danser. Si vous ne pouvez pas comprendre un motif plus simple que l'arrivisme social, c'est un échec de votre imagination. Pas un défaut de mon caractère. » Le silence s'étira entre eux, épais et électrique. Théo la dévisagea. Il étudia la rougeur de la colère sur ses joues, la détermination féroce et sans remords de sa mâchoire. Personne ne lui parlait de cette façon. Les hommes se recroquevillaient. Les femmes, cette jeune fille dans une robe délavée, tenant un ourlet ruiné, le sermonnait dans son propre salon poussiéreux. Le lac de rage froid en lui se déplaça. « J'ai ruiné Harrington », dit Théo doucement. Diana cligna des yeux, prise au dépourvu par la remarque sans rapport. « Quoi? Hier soir, j'ai clairement fait savoir que s'il reste à Londres, je démantèlerai financièrement sa famille. Il a quitté la ville ce matin. » Diana absorba l'information. Elle regarda la lourde cravache dans sa main, la tension dans ses épaules. Elle réalisa soudain que cet homme redoutable et terrifiant était fondamentalement épuisé. Il portait un bouclier si lourd qu'il lui brisait le dos. « C'était inutile, » dit-elle doucement. « C'était entièrement nécessaire, » rétorqua Théo, sa mâchoire se crispant. « Mais cela ne résout pas votre problème. Je sais comment fonctionne le beau monde. Vous avez publiquement humilié un riche héritier et dansé avec le paria social. Vous êtes actuellement le sujet de 50 visites matinales différentes, et aucune d'entre elles n'est élogieuse. Vous serez ostracisé. J'en suis consciente. Je ne permettrai pas que la joie d'Oliver soit l'instrument de votre ruine. » Théo s'avança. La simple proximité de lui coupa le souffle de Diana. Il sentait le crin de cheval, le savon cher et le pouvoir brut. « Demain après-midi à 3 heures, j'enverrai ma calèche pour vous et votre tante. » Dit Théo, son ton devenant un pur commandement. « Vous vous promènerez avec moi à Hyde Park dans la calèche ouverte à l'heure de la promenade. » Diana le fixa. Se promener à Hyde Park avec le duc de Westford était la plus haute élévation sociale qu'une femme pouvait atteindre. C'était une déclaration publique de sa faveur. Cela anéantirait instantanément tous les ragots que Harrington avait semés. Cela la rendrait intouchable. « Vous n'avez pas besoin de me payer pour ma gentillesse, votre grâce, » dit Diana, sa fierté raidissant sa colonne vertébrale. « Je ne suis pas une mercenaire. »« Ce n'est pas un paiement, » dit Théo. Ses yeux s'assombrirent, se fixant sur sa bouche une fraction de seconde avant de revenir à ses yeux. « C'est une conséquence. Vous vouliez traîner mon frère à la lumière. Maintenant, vous devez faire face à l'éblouissement. Soyez prête à 3 heures. » Il n'attendit pas sa réponse. Il tourna les talons et sortit du salon. La porte d'entrée se referma avec un bruit lourd et décisif. Diana resta seule dans la pièce silencieuse, son cœur battant la chamade contre ses côtes, réalisant qu'elle venait de percuter quelque chose de totalement hors de son contrôle. La promenade en calèche ouverte à Hyde Park avait été un spectacle calculé. Théo s'était assis à côté d'elle, rigide et imposant, ne parlant qu'à voix basse et polie pour le bénéfice de la foule qui les regardait. Le beau monde était bouche bée. Tante Joséphine, miraculeusement guérie de sa migraine, avait presque pleuré de triomphe. Mais la vraie révélation vint une semaine plus tard. Pas dans une calèche, mais dans la vaste véranda, en verre attenante à l'arrière de la maison Ashdown. Théo avait invité Diana et, soi-disant sa tante, qui dormait actuellement sur un canapé dans la maison principale, terrassée par le chéri du duc, pour voir le domaine d'Oliver. La véranda était immense, une jungle de fougères importées et de palmiers imposants. Mais l'air ne sentait pas les fleurs. Il sentait l'huile, le laiton poli et la terre humide. Réparties sur 3 longues tables en chêne se trouvaient des horloges. Des dizaines d'entre elles, des pendules de cheminée, des horloges de voyage, de délicates montres de poche en or et de lourdes horloges maritimes en fer. Certaines étaient entièrement assemblées, faisant tic-tac dans un chœur chaotique et désynchronisé.
D'autres étaient complètement démontés, leurs engrenages et ressorts complexes disposés sur des tissus de velours avec une précision chirurgicale. Oliver était assis sur un tabouret haut à la table centrale, portant un tablier de cuir sur ses manches de chemise. Il tenait une loupe de bijoutier à l'œil, maniant une paire de minuscules pinces avec une immobilité et une concentration qui contredisaient complètement son énergie agitée habituelle. Diana se tenait à côté de la table, se penchant près de lui. Elle portait une simple robe jaune, la lumière du soleil filtrant à travers le plafond de verre, attrapant les tons dorés de ses cheveux. Théo se tenait à plusieurs mètres de là, l'épaule appuyée contre un pilier de soutien en fonte, les observant. « Celle-ci, dit Oliver, sa voix profonde et feutrée de révérence. Il souleva délicatement un petit engrenage en laiton, finement sculpté avec ses pinces. C'est la roue d'échappement. C'est elle qui fait le tic-tac. Elle empêche le ressort de se dérouler d'un seul coup. C'est si petit, s'émerveilla Diana. Elle ne tendit pas la main pour le toucher, respectant son espace de travail. « Comment savez-vous où ça va ?»« Je l'entends, dit simplement Oliver. Il retira la loupe de son œil et la regarda. Quand une horloge est cassée, elle sonne faux. Le rythme est malade. Je regarde les engrenages jusqu'à ce que je voie la partie malade. Puis je la guéris. Vous êtes un docteur pour les horloges. Diana sourit. Oliver aima ça. Un large sourire éclatant illumina son visage. Oui, un docteur. Il remit la loupe à son œil et se pencha sur la montre de poche. Théo a cassé celle-ci. Il l'a fait tomber sur un rocher. Il est très maladroit. Diana laissa échapper un rire soudain et éclatant. C'était un son magnifique, entièrement spontané et sincère. Théo sentit une étrange sensation de serrement dans sa poitrine. Il se détacha du pilier et marcha lentement vers la table. « J'ai été jeté d'un cheval, Oliver, » corrigea Théo, sa voix sèche, bien que le coin de sa bouche tressaillît. La montre était un dommage collatéral. Oliver ne leva pas les yeux. Maladroit. Diana regarda Théo, ses yeux pétillants d'amusement. Le duc dur et intimidant qu'elle avait rencontré dans son salon semblait totalement absent ici, dans l'air humide de la serre. Il avait l'air détendu, presque entièrement humain. « Je ne savais pas que vous aviez un tel penchant pour la destruction. Votre grâce, » taquina doucement Diana. Théo s'arrêta à côté d'elle. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. « Je casse beaucoup de choses, mademoiselle Croft. Mon frère est le seul qui puisse les réparer. » Les mots furent prononcés avec légèreté, mais il y avait une vérité profonde et lourde en dessous. Diana leva les yeux vers lui. Ses yeux sombres étaient fixés sur la tête inclinée d'Oliver, son expression sincère pour la première fois. Le protecteur féroce et terrifiant avait disparu, remplacé par un homme regardant la seule chose au monde qu'il aimait vraiment. « Il est brillant, » dit Diana doucement, s'assurant qu'Oliver, profondément absorbé par sa tâche, ne pouvait pas l'entendre. Ils le disent simple, mais il n'y a rien de simple là-dedans. Elle désigna les centaines de minuscules engrenages parfaitement organisés. « Il comprend les systèmes, » murmura Théo, son regard tombant sur le visage de Diana. « Il comprend les machines, parce qu'elles ont des règles. Elles suivent une logique. Les gens l'effraient parce qu'ils sont totalement illogiques. Il sourit en vous insultant. Ils offre une main tout en tenant un couteau. Il ne peut pas déchiffrer la tromperie. « Le pouvez-vous » demanda Diana, soutenant son regard. « Je suppose que tout le monde tient un couteau, » dit Théo sans détour. « Ça fait gagner du temps. » Diana ressentit une pointe de tristesse profonde et inattendue pour lui. Vivre dans un état de guerre constant, anticipant toujours la prochaine attaque, ce doit être une façon de vivre épuisante. « Ça le garde en sécurité, » répondit Théo, sa mâchoire se durcissant légèrement. « Mais qui vous garde en sécurité ?» La question s'échappa avant que Diana ne puisse l'arrêter. C'était trop intime, trop direct. Elle vit le souffle de Théo se couper. Ses yeux se posèrent sur les siens, l'intensité en eux devenant soudain brûlante. Il ne répondit pas immédiatement. Il la fixa, disséquant son expression, cherchant la pitié qu'il méprisait, ou le calcul auquel il s'attendait. Il ne trouva ni l'un ni l'autre. Il ne vit qu'une compréhension calme et constante. « Je n'ai pas besoin de sécurité », dit finalement Théo, sa voix tombant à un murmure rauque. « Tout le monde a besoin de sécurité. »« Votre grâce », rétorqua doucement Diana, « même si ce n'est qu'une pièce calme, où l'on peut déposer l'armure pendant 1 heure. » Théo tendit la main. Le mouvement était lent, délibéré.
Sa grande main plana au-dessus de la table, évitant soigneusement les pièces d'horlogerie, et ses phalanges effleurèrent doucement le dos de la main de Diana, là où elle reposait sur le bois de chêne. Le contact fut électrique. Une décharge de chaleur remonta le bras de Diana. Elle ne se retira pas. « Peut-être », murmura Théo, son pouce traçant légèrement la crête de ses phalanges, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Que je viens d'en trouver une. » Le tic-tac chaotique de 50 horloges différentes emplit le silence de la serre. Mais pour Diana, le seul son au monde était le battement soudain et assourdissant de son propre pouls. La saison sociale était une machine, et les machines détestaient les frictions. Fin juin, Diana Croft n'était plus une laissée-pour-compte ruinée. Elle était une anomalie. Le duc de Westford l'avait promenée à Hyde Park 2 fois de plus. Il avait envoyé à sa tante un panier de pêche de cerf. Il s'était tenu à côté de Diana à l'opéra, sa carrure massive bloquant efficacement les escaliers des loges. Son attention était entièrement concentrée sur la scène et sur la femme à ses côtés. Mais l'élévation engendre le ressentiment. L'aristocratie pouvait tolérer une soudaine ascension sociale si elle était transactionnelle. Une jeune et belle fille échangée à un lord âgé et riche avait du sens. Les mathématiques étaient saines, mais Théo était jeune, terrifiant de puissance, et largement considéré comme totalement insensible aux sentiments. Diana était banale, pauvre et beaucoup trop directe. L'équation ne tenait pas, et la société méprise ce qu'elle ne peut pas calculer. Le point de rupture fut atteint à la fête estivale du comte de Chatham. C'était un événement en plein air, étalé sur les pelouses manucurées de son domaine de Richmond. Le soleil de l'après-midi était vicieux, tapant sur les chapiteaux de soie rayés et les cravates atrocement serrées des gentlemen. Diana se tenait au bord de la roseraie, un verre de limonade tiède transpirant à travers son gant de soie. Tante Joséphine l'avait abandonnée pour poursuivre sans pitié un baron fraîchement veuf près des cibles de tir à l'arc. Théo était temporairement retenu dans la maison. Pris dans une conversation politique dont il ne pouvait pas simplement s'éloigner sans offenser un allié parlementaire clé. Oliver, cependant, était dans le jardin. Il était agenouillé dans la terre près d'un chêne massif et ancien, ignorant totalement les centaines d'aristocrates, buvant du champagne à 50 mètres de là. Il avait trouvé une colonie de lucanes. Il était fasciné par leurs mandibules, déplaçant doucement les feuilles avec une brindille pour observer leurs mouvements lents et cuirassés. Diana gardait les yeux sur lui, une vigilance constante et protectrice qu'elle avait adoptée au cours du dernier mois sans même s'en rendre compte. Une vue inspirante, n'est-ce pas? La voix était mince, enrobée d'un vernis sucré qui dissimulait à peine le venin en dessous. Diana se tourna. Lady Mercer se tenait à quelques pas. C'était une femme dans la quarantaine dont les traits prédateurs et acérés étaient lourdement poudrés pour cacher les rides naissantes de l'âge. Elle était la marraine de Harrington. « Les roses, Lady Mercer ?» demanda Diana avec douceur. « Oui, les fleurs sont assez robustes cette année. Je ne parlais pas du feuillage, mademoiselle Croft. » Lady Mercer ouvrit son éventail d'un coup sec. On aurait dit un os sec qui se brise. Elle regarda directement Oliver. Je parlais du spectacle. Le lourd fardeau du duc, jouant dans la boue comme un enfant sauvage. La prise de Diana sur son verre de limonade se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Lord Oliver observe les coléoptères. Il possède un esprit remarquablement vif pour le monde naturel. C'est un idiot, dit Lady Mercer, abandonnant complètement la prétention. Elle s'approcha. Son parfum, une lavande lourde et écœurante, étouffait l'odeur des roses. Et vous êtes une petite opportuniste remarquablement intelligente. Pensez-vous que nous ne voyons pas ce que vous faites? Je suis debout dans un jardin, madame. Je n'ai pas conscience de faire quoi que ce soit. Vous jouez la gouvernante pour piéger un duché. Siffla Lady Mercer, ses yeux brillants de méchanceté. C'est une stratégie audacieuse. Harrington m'a raconté comment vous l'avez publiquement humilié pour défendre cette créature. Théo était reconnaissant. Naturellement, il protège son sang, mais ne confondez pas la gratitude d'un garde du corps avec le désir d'un homme. Diana sentit un nœud froid et dur se former dans sa poitrine, mais elle garda son visage entièrement impassible. Si vous avez quelque chose à dire, Lady Mercer, je vous suggère d'y venir. Le soleil est assez chaud et votre poudre commence à couler. Les yeux de la femme plus âgée brillèrent d'une haine pure et sans mélange. Ce que je veux dire, mademoiselle Croft, c'est que le duc de Westford ne vous épousera jamais. Il vous utilise pour calmer son frère.
Vous êtes une tétine humaine. Un jouet pour garder le garçon tranquille afin que le duc puisse enfin avoir un peu de paix. Une fois qu'Oliver se lassera de vous, ou vous brisera comme il brise tout, Théo vous jettera de côté avec une pension modeste et un nom ruiné. Vous êtes une commodité temporaire. Les mots firent mouche. Ils frappèrent au centre même des peurs secrètes et les plus sombres de Diana. Théo était attentif. Il était protecteur. Mais il n'avait jamais parlé de l'avenir. Il n'avait jamais franchi la ligne entre protecteur terrifiant et prétendant. Il la plaçait simplement dans l'orbite de son frère et gardait le périmètre. Avant que Diana ne puisse formuler une réponse, un craquement sec et assourdissant déchira l'air humide. En bas, près de la rivière, le comte de Chatham avait ordonné les premiers essais du feu d'artifice du soir. Un mortier défectueux avait mal tiré dans son tube, explosant au sol avec la force d'un coup de canon. Les aristocrates sur la pelouse sursautèrent, quelques femmes laissant tomber leurs verres. Mais depuis le chêne, un rugissement, un son terrifiant déchira le jardin. Oliver hurla. Ce n'était pas un cri de surprise. C'était un son guttural et primal de terreur absolue. Il recula en se débattant, son grand corps se heurtant aux racines de l'arbre. Le bruit soudain et violent avait brisé son délicat équilibre sensoriel. Diana laissa tomber son verre. Il se brisa sur le chemin de gravier. Elle bouscula Lady Mercer, ignorant le cri indigné de la femme, et courut vers le chêne. All cria-t-elle, mais Oliver ne l'entendit pas. Ses mains étaient plaquées brutalement sur ses oreilles. Ses yeux étaient grands, vides, complètement consumés par la panique qui noyait son esprit. Il se releva en se débattant, glissant sur l'herbe humide, et détala. Il ne courut pas vers la sécurité de la maison. Il s'enfuit de la foule, loin de la pelouse ouverte, plongeant aveuglément dans l'immense et imposant labyrinthe de haies du comte. L'entrée du labyrinthe avala Oliver tout entier. Diana n'hésita pas. Elle attrapa les lourdes jupes de soie de sa robe, les remontant jusqu'à ses genoux, et sprinta derrière lui. Le gravier déchira les fines semelles de ses chaussons. Les haies d'ifs, méticuleusement taillées, s'élevaient à 3 mètres de chaque côté, bloquant instantanément le soleil et plongeant le chemin dans une pénombre verte et suffocante. « Oliver » appela-t-elle de nouveau, sa voix se brisant. Seul le crissement de ses propres pas lui répondit. Le labyrinthe était conçu pour désorienter. Les chemins se divisaient sauvagement, revenant sur eux-mêmes en angles serrés et claustrophobes. Elle prit à gauche, puis à droite. Elle s'arrêta, tendant l'oreille par-dessus le son saccadé de sa propre respiration. Un bruit sourd résonna quelque part à sa droite, le son d'un grand corps heurtant les branches étroitement tissées. Diana courut. Elle déchira les chemins, ignorant les brindilles acérées qui accrochaient ses manches et égratignaient ses avant-bras. Elle se fichait de la boue qui ruinait son ourlet. Elle se fichait du scandale d'une femme courant seule dans un labyrinthe. Elle ne se souciait que du garçon terrifié, piégé dans son propre esprit. Elle tourna un coin serré et s'arrêta net. C'était une impasse. Pressé dans le coin le plus sombre, blotti contre le mur inflexible d'épines, se trouvait Oliver. Il s'était fait aussi petit que possible, ses genoux serrés contre sa poitrine, ses bras enroulés autour de sa tête. Il se balançait d'avant en arrière, dans un rythme frénétique et saccadé. Il marmonnait quelque chose, un flot rapide et ininterrompu de syllabes qui n'avaient aucun sens. Il était complètement perdu dans la panique. Diana s'approcha lentement. Elle savait qu'il ne fallait pas le toucher maintenant. Un contact soudain serait perçu comme une attaque. Elle tomba à genoux dans la terre, ses jupes de soie s'enfonçant dans la boue. Elle l'ignora. Elle posa ses mains à plat sur le sol devant elle, se faisant petite, non menaçante. « Oliver » dit-elle. Elle garda sa voix basse, stable, le ton exact qu'elle avait utilisé sur la piste de danse. Il n'arrêta pas de se balancer. Il n'ouvrit pas les yeux. Fort, trop fort. Ça s'est cassé. Le ciel s'est cassé. Le ciel ne s'est pas cassé. « Oliver » dit Diana doucement. C'était seulement de la poudre. « De la poudre à canon. C'est fini maintenant. Cassé. Cassé. Théo. Théo. » Sa voix se brisa en un sanglot. C'était un homme adulte, massif et fort, pleurant avec la terreur pure d'un enfant abandonné. Diana sentit une douleur physique dans sa poitrine. Elle fouilla dans la poche de sa robe ruinée. Ses doigts effleurèrent le petit objet métallique et froid qu'elle portait sur elle tous les jours depuis leur après-midi dans la serre. C'était une montre de poche en laiton bon marché.
Elle l'avait acheté à un vendeur de rue pour 3 shillings. Elle ne donnait pas l'heure exacte, mais elle faisait un tic-tac bruyant. Elle la sortit. Elle la tint par sa courte chaîne, la laissant pendre à quelques centimètres de son genou. Elle ne parla pas. Elle laissa simplement le tic-tac lourd et rythmé percer le silence humide de l'impasse. 10 secondes passèrent, puis 20. Lentement, péniblement, le balancement frénétique commença à ralentir. Le marmonnement d'Oliver se calma. Ses larges épaules eurent un dernier soubresaut. Il entr'ouvrit un œil, regardant à travers le désordre emmêlé de ses cheveux sombres. Son regard se fixa sur la montre en laiton qui se balançait. Le laiton capta la faible lumière filtrant à travers les haies. Tic, tac, tic. « Est-ce qu'elle est cassée ?» murmura Oliver, sa voix rauque. « Non, dit Diana, sa voix un ancrage calme. Elle fonctionne parfaitement. La roue d'échappement est saine. Écoutez le rythme. » Oliver baissa les bras. Il se pencha en avant, toute son attention se concentrant sur le boîtier en laiton bon marché. La logique de la machine, la certitude mathématique prévisible des engrenages, repoussa la terreur chaotique du bruit soudain. « C'est une montre bon marché, » dit-il, sa respiration commençant enfin à se régulariser. « Les engrenages sont rugueux, ils traînent. »« C'est vrai, » acquiesça Diana. « Mais ils continuent de bouger. Ils ne s'arrêtent pas. » Oliver tendit la main. Sa main tremblait légèrement. Il ne lui prit pas la montre. Il posa simplement sa grande main sur la sienne, maintenant ses doigts stables pour qu'il puisse presser son oreille plus près du boîtier. Il ferma les yeux. La tension fondit de son corps massif. Il expira un long souffle tremblant. « Scène » murmura-t-il. À l'entrée de l'impasse, une ombre tomba sur le gravier. Diana leva les yeux. Théo se tenait là. Il semblait avoir couru depuis la maison principale. Sa cravate immaculée était déchirée. Sa poitrine se soulevait. La panique pure gravée dans les lignes dures de son visage était saisissante. Il ressemblait à un homme qui avait regardé dans l'abîme. Il avait entendu l'explosion. Il avait fendu la foule, demandant où était son frère. Quelqu'un avait montré le labyrinthe. Il avait systématiquement fouillé les haies, la peur une lame froide contre sa gorge. Il s'attendait à trouver Oliver brisé. Il s'attendait à trouver un désastre. Au lieu de cela, il trouva son frère assis tranquillement dans la terre, ancré par une montre en laiton bon marché, sa main reposant doucement sur celle de Diana. Théo fixa la femme, agenouillée dans la boue. Ses cheveux tombaient de leurs épingles. Son visage était maculé de terre. Sa robe de soie coûteuse était ruinée au-delà de toute réparation, et elle était la chose la plus belle, la plus bouleversante qu'il ait jamais vue de sa vie. Les mots empoisonnés de Lady Mercer résonnèrent dans l'esprit de Diana, alors qu'elle levait les yeux vers le duc. « Vous êtes une tétine humaine, une commodité temporaire. » Mais en regardant Théo maintenant, Diana ne voyait pas un homme qui l'utilisait. Elle voyait un homme dont les murs venaient de s'effondrer complètement. Théo ne parla pas. Il entra dans la clairière, tomba à genoux dans la boue à côté d'eux et serra son frère dans une étreinte écrasante. Oliver se raidit une seconde avant d'enrouler ses bras massifs autour de Théo, enfouissant son visage dans l'épaule de son frère. « Je suis là, Oli », murmura Théo avec férocité, sa voix se brisant. « Je suis là ». Diana lâcha doucement la montre, la laissant dans la paume d'Oliver. Elle se leva, brossant le plus gros de la boue de sa jupe. Elle se sentit soudain intrusive, témoin d'une intimité née de décennies de survie. Elle se tourna pour s'éloigner, pour leur laisser l'intimité de l'impasse. Avant qu'elle ne fasse 2 pas, une main se referma sur son poignet. La prise était de fer, totalement implacable. Diana se retourna. Théo était toujours à genoux, un bras autour de son frère, mais son autre main était enroulée autour de son poignet, l'ancrant sur place. Il leva les yeux vers elle, ses yeux sombres brûlant d'une intensité qui rendait l'air du labyrinthe rare. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. La prise désespérée et meurtrie sur son poignet communiquait tout. « Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne jamais. » Le salon des Croft était enveloppé dans les ombres lourdes de la fin de soirée. Tante Joséphine était heureusement absente, s'étant retirée à l'étage avec un verre de brandy après les événements épuisants et scandaleux de l'après-midi. Diana était assise dans le fauteuil usé près de la cheminée éteinte. Elle s'était baignée. Elle avait enfilé une simple robe de chambre en coton délavé. Elle se sentait vidée, entièrement drainée de son adrénaline. Quand on frappa à la porte d'entrée,
Ce n'était pas le coup autoritaire et retentissant d'un duc. C'était silencieux, 2 coups fermes et délibérés. Mary, la femme de chambre, était déjà couchée. Diana se leva, ses pieds nus silencieux sur le plancher, et se dirigea vers le couloir étroit. Elle déverrouilla la lourde porte en chêne et l'ouvrit. Théo se tenait sur le perron. La calèche n'attendait pas dans la rue. Il avait marché. Il avait abandonné son manteau formel et sa cravate. Il ne portait qu'une chemise de lin blanc ouverte au col et un pantalon sombre. Il avait l'air dépouillé, délesté du titre et de l'armure terrifiante qui l'accompagnait. Il ne demanda pas la permission. Il franchit le seuil, fermant doucement la porte derrière lui. Le petit couloir devint soudain suffocant d'intimité. « Hall d'or », dit Théo. Sa voix était basse, rauque d'épuisement. Je suis resté avec lui jusqu'à ce que la montre que vous lui avez donnée le berce. Il l'a placée sous son oreiller. « J'en suis heureuse », dit Diana, croisant les bras sur sa poitrine. Elle se sentit soudain très exposée dans sa fine robe de chambre en coton. Il se remet vite quand le bruit s'arrête. Théo ne regarda pas le papier peint délavé, ni le tapis usé. Il ne regardait qu'elle. Il s'approcha. « J'ai parlé à Lady Mercer avant de quitter la fête », dit Théo, son ton devenant dangereusement doux. Diana dit « Vraiment ?»« Oui. Elle était très désireuse de me dire qu'elle vous avait prévenu de mes intentions. Elle m'a informé que vous étiez visiblement contrarié quand elle a expliqué que je vous utilisais simplement pour gérer mon frère. » Théo s'arrêta à 30 centimètres d'elle. La chaleur qui émanait de son grand corps chassa le froid du soir. « Et que lui avez-vous dit ?» demanda Diana, sa voix tendue. « Rien, » répondit Théo. « J'ai simplement informé le comte de Chatham que si Lady Mercer était de nouveau invitée à un autre événement à Londres, j'achèterais la dette de son domaine et l'expulserais au matin. » Le souffle de Diana se coupa. « Vous ne pouvez pas continuer à ruiner les gens qui m'insultent. Il ne restera plus personne à Londres. Je me fiche éperdument de Londres. » grogna-t-il, comblant la distance restante entre eux. Il ne la toucha pas, mais il était si proche qu'elle devait incliner la tête en arrière pour regarder son visage. « Je me soucie de ce que vous avez cru. L'avez-vous cru ?» Diana plongea son regard dans ses yeux. Elle y vit la peur brute et à vif d'un homme qui n'avait jamais fait confiance à un autre être humain de sa vie, offrant sa gorge à une lame. « J'avais peur qu'elle ait raison », admit Diana, sa voix tombant à un murmure. « Je ne suis rien, Théo. Je n'ai ni nom, ni argent. Je suis totalement illogique pour un homme comme vous, et vous protégez Oliver si férocement. Il était logique que vous engagiez un chien de garde. » Théo ferma les yeux. Un souffle brusque et saccadé s'échappa de ses lèvres. Quand il les rouvrit, le duc de Westford cynique avait entièrement disparu. « Je suis un salaud égoïste et impitoyable, Diana, » dit-il, sa voix tremblant d'une vulnérabilité terrifiante. « J'ai passé toute ma vie à construire des murs assez épais pour tenir les loups à l'écart de mon frère. Je supposais que tout le monde était un loup. Puis vous êtes entré sur cette piste de danse, vous avez ruiné votre robe et vous avez traversé la pierre. » Il leva enfin les mains. Il ne l'attrapa pas. Il tendit les mains avec une lenteur exquise, ses grandes paumes calleuses encadrant son visage, ses pouces caressant doucement ses pommettes. « Je ne vous utilise pas pour le calmer, » murmura Théo, se penchant jusqu'à ce que son front repose contre le sien. « J'ai peur de vous parce qu'avant vous, si je tombais, seul Oliver souffrait. Maintenant, si je tombe, je perds tout. Vous êtes la seule chose dans ma vie que je n'ai pas calculée. Vous êtes la seule chose que je veux. » Le nœud froid dans la poitrine de Diana se dissolut, remplacé par une soudaine et écrasante vague de chaleur. La logique du beau monde, les murmures, l'absence de dot, tout cela se consuma sous l'honnêteté désespérée de sa voix. « Alors arrêtez de calculer », murmura Diana. Elle leva les mains, les enchevêtrant dans ses cheveux épais et sombres, et l'attira vers elle. Le baiser n'était pas poli. Ce n'était pas le contact chaste et étudié des lèvres que le beau monde approuvait. C'était une collision. Théo gémit, un son profond et primal au fond de sa gorge, enroulant ses bras massifs autour de sa taille et la plaquant contre sa poitrine. Il l'embrassa avec une intensité affamée et désespérée, déversant des années d'isolement contenues dans le glissement de sa bouche contre la sienne. Diana lui répondit entièrement, l'embrassant en retour avec une certitude féroce et rassurante. Elle l'ancra tout comme elle ancrait Oliver, non pas avec pitié, mais avec une force inflexible qui lui permit enfin de cesser de se battre. Quand ils se séparèrent enfin, respirant lourdement, Théo garda ses bras verrouillés autour d'elle.
Il posa son menton sur le dessus de sa tête, les yeux fermés. « Épouse-moi » murmura-t-il dans ses cheveux. Ce n'était pas une demande, c'était une reddition. « À une condition » répondit Diana, sa voix étouffée contre sa poitrine. Théo recula légèrement, la regardant avec un sourcil levé. « Laquelle ?»« Oliver construira les horloges pour Ashdown House, » dit-elle, un petit sourire sincère courbant ses lèvres. « Toutes. Je veux entendre le tic-tac. » Théo la fixa un long moment. Puis, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, le duc de Westford rejeta la tête en arrière et rit, librement et sincèrement. C'était un son riche et profond qui fit trembler la poussière dans le couloir étroit. « Marché conclu, » dit Théo, la ramenant dans ses bras. « La maison sera assourdissante. »« Non, » corrigea doucement Diana, posant sa main sur son cœur, sous sa paume. Le rythme erratique et martelant de son pouls commença enfin à se calmer en un battement lent, régulier et sain. Elle sera juste parfaitement à l'heure. L'histoire de Diana et Théo a-t-elle conquis votre cœur? Voilà ce qui arrive quand on enlève la façade scintillante de la haute société et qu'on se concentre sur la vérité profonde, désordonnée et magnifique des liens humains. Si vous avez aimé voir une laissée-pour-compte ruinée, amener le redoutable duc et son frère à la lumière, mettez un pouce bleu dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les romances authentiques et émouvantes, et assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire originale. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré entre Diana et Oliver? On se retrouve dans la prochaine vidéo.